J'ai eu de la chance, en tout cas dans l'industrie musicale, de ne pas subir d'attouchements ou de choses beaucoup plus graves. Par contre, j'ai beaucoup d'amis dans l'industrie musicale qui ont subi ce genre de choses. Les réseaux sociaux, je trouve que c'est quelque chose qui peut vraiment rendre très malheureux. C'est vraiment quelque chose qui aujourd'hui m'apporte beaucoup moins de plaisir qu'au début, en tout cas. Moi, je fais partie des victimes d'Instagram où je peux scroller pendant 2 heures et me demander pourquoi est-ce que ma vie, elle n'est pas parfaite comme ces gens que je vois. Je me suis déjà presque mis à dos mes amis, quoi, parce que je mentais, parce que je voulais à tout prix rester dans cette relation et tout le monde voyait à quel point ça me brisait, j'ai perdu du poids. Et en fait, cette honte que j'ai ressentie, c'est le genre d'émotion que de base on a envie de mettre de côté. Et je vois plein de gens aussi, des filles encore aujourd'hui qui disent l'acte le plus romantique, ce serait de mourir par amour. Mais pas du tout, absolument pas. Mais j'ai déjà vécu à travers ces clichés-là en tout cas. Salut Audie. Coucou. Comment vas-tu? Super bien. Je suis trop contente de t'avoir dans ce podcast, dans Boom Boom. Il y a une sortie événement pour toi le 2 juillet. Tu vas nous en parler évidemment. Premier single. Et ouais. Et t'as un peu de pression un peu quand même ou pas? Je pense que c'est plus de la pression. Si, non, il y a un petit peu de pression quand même parce que je reviens avec un truc un peu différent de ce que j'ai fait avant. Donc du coup, je suis pas encore sûre à 100% que les gens vont adhérer. Mais dans l'idée, je suis plutôt excitée. Ouais. Donc là, c'est le moment où toi, tu l'as beaucoup travaillé. On en parlait juste avant le début de débuter notre podcast. Tu disais, voilà, ça fait 3 ans que je l'ai, qu'il est prêt, que je l'ai travaillé. Et maintenant, maintenant, je le donne. Je le donne, je l'envoie. C'est plus à moi, c'est à vous. Il ne m'appartient plus. Exactement. Tu as fait beaucoup de teasing sur les réseaux sociaux autour de ce single. Assez mystérieux, une mise en scène, presque de la comédie. C'était quoi cette volonté d'événementialiser aussi un petit peu, de faire passer un message? Quelle était la stratégie autour de la sortie de ce single? Je pense que c'était surtout de recentrer un petit peu les gens qui me suivent sur ma musique. Parce que c'est vrai qu'au fur et à mesure des années, je me suis un peu éparpillée partout. J'ai fait beaucoup d'influences, j'ai fait un tout petit peu de cinéma, j'ai mis un peu le pied dans tout. Et la difficulté que je rencontre depuis quelques années maintenant, c'est de trouver ma crédibilité en tant qu'artiste. Et la séparation à faire entre les réseaux sociaux et la musique, elle est un petit peu difficile après autant d'années dedans. Donc là, je pense que j'ai essayé surtout de mettre une petite sirène et de montrer à tout le monde qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrivait. On essaie de faire une transition vraiment propre à moi, à mon nouveau style musical, en espérant que les gens apprécient cette nouvelle histoire que je vais raconter, quoi. Parce que ça intrigue, en tout cas, c'est sûr. Parce que du coup, moi, j'ai regardé sur tes réseaux avant qu'on se rencontre et je voyais donc tous les commentaires. Les gens disaient mais qu'est-ce qu'elle nous prépare? Mais c'est de la comédie. Les gens pensaient que j'étais morte aussi au tout début. Ou t'es allongée. Oui, mais c'est assez sombre quand même, assez énigmatique, quoi. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il nous dit, ce single? Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte? Alors, ce single, c'est... En fait, toutes les chansons sur lesquelles je travaille depuis quelques années, elles ont toutes une émotion à part entière. Et celle-ci en particulier, c'est un petit peu le flou. L'émotion du flou quand on est perdu, quand on ne sait pas trop si on doit continuer ou pas avec quelqu'un. Ce que j'ai beaucoup vécu, je pense. On va en parler. Je raconte mon histoire. T'es très engagée sur tes histoires perso. Ouais. Oui, complètement. J'arriverais pas à écrire, je pense, sinon. Et en fait, je pense que le petit scénario que j'ai mis en place, en tout cas un peu cinéma, c'était surtout une version de mon alter ego. Comment est-ce que ça aurait pu se passer si on était dans un film d'action dramatique et que j'aurais peut-être fini en HP ou chez les flics, quoi. C'était ça un petit peu l'idée pour montrer à quel point je pense qu'on peut tous vriller par amour, quoi. Et effectivement, je pense que les gens seront sensibles à ce message que tu fais passer et certainement manqueront pas d'y réagir. Mais on reviendra à tout ce que tu racontes, à l'essence de l'artiste que tu es. Juste, on commence toujours ce podcast par le boom boom que tu choisis, parce que c'est toi qui viens dans cette émission avec un thème. C'est toi qui définis aujourd'hui ce dont on va parler toutes les deux. Ouais. Et tu as choisi le fait d'être une artiste jeune, femme, dans l'industrie musicale. Exactement. Ça veut dire quoi? Alors tout de suite, on se dit, alors c'est quoi? Facile ou difficile? Son cœur bat pour ça, mais dans quel sens? Positif, négatif? Les deux. Les deux. Je pense que sur tout mon parcours, j'ai commencé la musique très très tôt. J'ai commencé la musique professionnellement vers mes 14-15 ans. J'ai signé en label à 14 ans la première fois. Ça a été des hauts et des bas. Il y a eu un procès, il y a eu plein de choses qui ont fait le parcours que j'ai aujourd'hui.
Mais j'ai rencontré quand même beaucoup de difficultés. Et c'est vrai que se construire en tant que femme, en étant adolescente, dans une industrie qui est aussi qui est pas mal biaisée, qui est remplie d'hommes surtout, c'était pas dans la plus grande des simplicités pour moi. Ça veut dire quoi, procès? Ça veut dire qu'il y a eu un moment où tu n'étais pas d'accord avec des choses qu'on te demandait, qu'on attendait de toi, justement, quand tu étais très jeune, ou lié au fait que tu sois une femme, ou rien à voir, ou c'était simplement... Je pense que c'était plus lié à mon âge que ce procès a eu lieu. Mais ouais, il y a eu beaucoup de manipulations. Et en même temps, j'ai pas envie de dire que c'est normal, mais dans le sens où c'est une industrie qui est très difficile. Et quand on n'est pas forcément préparé à comment ça fonctionne, quand on n'a pas encore tous les termes juridiques, etc., c'est pas facile de rencontrer les bonnes personnes au premier coup. Et je me suis sentie, avec du recul, maintenant je sais que j'ai été poussée vers quelque chose qui me ressemblait pas et que je me suis fait avoir, quoi. Et donc tu y allais quand même vers ce qui ne te ressemblait pas? Ouais. Ok. Donc mon premier projet, mon premier album, il me semble que je l'ai pas dit souvent, mais c'est pas un album que j'étais contente de défendre, en fait. Ça m'a rendue malheureuse même. J'ai arrêté la musique pendant 1 an après ça. Donc, ouais. Qu'est-ce qui te convenait pas? C'était des choses qu'on te faisait dire? C'était une musicalité qui te correspondait pas? C'était quoi? Ouais, je pense que le style me représentait pas entièrement. Et puis je me rappelle de ce jour où je suis arrivée en studio et on m'a dit t'as 30 jours pour pondre un album. On arrive à la limite du temps. Ça faisait des années que j'étais signée chez eux pourtant. Et donc, on a fait cet album en 30-35 jours, je pense. Et en fait, le problème, c'est que du coup, c'était l'usine. Parce que c'était une chanson tous les 2 jours, quoi. Et il y a eu 14 chansons dans cet album. Et en fait, aujourd'hui, ma manière de travailler, en tout cas, c'est que je fais plein de chansons, j'en écris plein, mais elles ne vont pas du tout toutes se retrouver dans un futur projet. J'aurai le temps de faire le tri, j'aurai le temps de choisir qu'est-ce qui me correspond vraiment, qu'est-ce que c'est mon histoire. Et en fait, là, c'était trop rapide, pas le temps de réécouter, pas le temps de... Il y a plein de choses où aujourd'hui, je me dis, mais j'aurais passé juste 3-4 jours en plus dessus, elle aurait été splendide, la chanson. Et là, ouais. Et puis, du coup, j'étais pas bien, quoi. Oui, il y avait une question de loyauté peut-être aussi par rapport du public à ceux qui t'écoutent et à proposer quelque chose qui te ressemble. Ça, en tout cas, moi, je suis pas artiste, mais à ta place, je me dirais, bah non, c'est moi, ça m'appartient, c'est mon histoire. On ne peut pas fabriquer comme ça, comme si on va chercher une baguette de pain et puis il faut que ça sorte, il faut que ça sorte. Et pourtant, il a super bien marché, l'album. Tu vois, je sais que les gens adorent Sors de ma tête ou certaines chansons de l'album, mais c'est vrai que... ouais, moi, c'est un projet que j'ai eu du mal à défendre, du coup. Bah, c'est pas grave, c'était une première étape pour arriver après à ce qui te ressemble et à la manière dont tu as envie de travailler. Exactement. Si on revient sur le côté femme, tu sens une pression particulière dans ce milieu? Tu sens une attente particulière? Parce que c'est pas anodin de choisir ce thème. Quand j'ai vu ton thème, j'ai dit, ah, il y a quelque chose. Bah, je pense que, en tout cas, très jeune, j'ai eu la chance, en tout cas dans l'industrie musicale, de pas subir d'attouchements ou de choses beaucoup plus graves. Par contre, j'ai beaucoup d'amis dans l'industrie musicale qui ont subi ce genre de choses. Le problème, c'est que y a beaucoup de personnes plus âgées, des hommes qui sont à la tête de grosses boîtes, etc. Moi, j'ai déjà vécu des rendez-vous où on parlait vraiment comme si j'avais 12 ans, que j'étais teubée, que je connaissais rien à la vie, qu'ils allaient tout m'apprendre et qu'ils connaissaient tout. Et on me prenait vraiment de haut. Et j'ai eu du mal à faire entendre mon opinion, ma vision des choses. Et c'est ce qui a fait que, je pense, d'ailleurs, ma musique a pris autant de temps à ressortir après le premier album, c'est que il y a que des hommes, en fait. Mais attends, mais j'en reviens pas. On te disait, écoute, c'est nous qui allons décider. Ah oui. On t'explique la vie et toi, t'as pas ton mot à dire. Et... Ouais. Dans des grosses majors, en plus, j'ai eu des rendez-vous lunaires. Et puis, mon agent est une femme, mon avocate est une femme. Et vraiment, on nous asseyait, on nous disait, bon, bah, écoutez... Moi, je trouve que c'est super. Elle est super belle. Souvent, c'est ce qui revient en premier. On va souvent pointer le physique. C'est là où c'est un privilège. Le beauty privilège, c'est un fait avéré. Mais c'est dur d'être... que ce soit le premier truc qu'on relève quand je viens pour vendre ma musique, en fait. Bah, c'est de la discrimination, en fait, tout simplement. Parce que quelqu'un qui, du coup, ne va pas avoir un physique avantageux selon la personne qui est en face de toi, aura moins de chances de pouvoir être signé ou ça comptera peut-être dans la balance. Donc, c'est ce qui revenait le plus. C'était t'es super jolie, t'as super bien bossé ton image, tu t'habilles bien, t'es sexy, les gens t'adorent. Maintenant, faut tout refaire. Je pense que t'as pas compris. Parce que moi, je voulais me diriger vers un truc qui était un peu moins commercial, ce que mon premier label voulait que je fasse.
des trucs très radio. Il y a des histoires de quotas de radio. Il faut que tu chantes en français, tu peux pas chanter en anglais. Donc il y avait toutes ces questions tout le temps en permanence qui me prenaient la tête. Et en fait, il y a très peu de personnes qui étaient prêtes à me faire confiance, à me suivre dans un truc un chouï plus risqué, mais qui me ressemblait vraiment, quoi. Et donc, toi, tu réagissais comment face à ça? Donc, tu dis que tu étais accompagnée de ton agent ou de ton avocate s'il y a des litiges, mais comment tu réagissais quand tu avais ce genre de remarques, de réflexions ou de choses, tout simplement sur ton physique ou sur des choses que on se serait peut-être pas permis face à un homme, peut-être même carrément pas. J'avoue que ça reste quand même impressionnant quand on est face à ces personnes-là qui sont quand même des grands de la musique. Donc, en général, je suis toujours restée assez silencieuse. J'ai quand même une grande bouche. En général, j'ai tendance à défendre en tout cas mes valeurs et ce à quoi je crois. Mais sur ces cas-là, je me suis plus retirée et j'ai juste plus jamais parlé à ces gens-là. C'est des gens qui m'ont recontactée en plus 2 ans après pour vouloir me signer. Et j'ai dit, mais... Et là, je leur ai dit par contre. Là, je leur ai dit, mais le premier rendez-vous il y a 2 ans, vous m'avez pris pour une gamine qui comprenait rien à la vie et vous avez absolument pas compris qui j'étais. Je vois pas ce que je gagne à refaire un rendez-vous avec vous. Et donc, ça ne se fera pas, quoi, c'est tout. Je pense que ma revanche, c'est juste de montrer que j'avais peut-être raison et que j'ai pas eu besoin d'eux au final. Ouais, donc ça veut dire qu'on t'achète pas comme ça, quoi. Hein. On ne te fait pas miroiter. Après un procès de 2 ans, non, il y a personne qui va m'acheter. Oui, en fait, c'est que tu as été vaccinée, c'est ça. En fait, tu te dis, ça t'a complètement vaccinée, mise en garde. Et je repense à ce que tu as dit tout à l'heure, parce que tu parlais d'attouchement avec des jeunes femmes dans l'industrie. Parce que ça, c'est pareil, c'est une chose dont on entend peu parler. En tout cas, moi, je ne suis pas dans cette industrie, mais j'en entends peu parler. Donc, ça existe. Évidemment, sans les nommer, c'est pas la question. Mais c'est sur le phénomène, il faut être conscient qu'aujourd'hui, quand on parle de ça dans le cinéma, on pense au casting, on pense à des choses comme ça, des propositions qui sont faites. Dans la musique, c'est la même chose. Et toi, tu as des témoignages. Ah ouais, j'en ai plein. On en entend beaucoup aux États-Unis parce que de tout ce que j'entends, c'est le pire là-bas. C'est vraiment le pire, c'est vraiment Lady Gaga en a parlé, il me semble. Il y a plein d'artistes qui ont subi des choses atroces. Et en France, ça s'est calmé un petit peu depuis MeToo. C'est ce que tout le monde dit. Et les hommes aussi le disent. Ils disent tous les hommes qui sont là depuis longtemps font beaucoup plus attention maintenant, depuis que les réseaux sociaux ont pris beaucoup plus d'ampleur, depuis MeToo, depuis plein de choses. Mais non, on n'est jamais à l'abri de propositions loufoques ou de mecs vraiment très mal intentionnés, quoi. Ouais, qui sont dangereux, parce que c'est très vraiment grave, dangereux. on le rappelle. Ici, et toi, ça t'a pas dégoûté de faire ce métier, ce genre d'expérience où je parle pas d'attouchement, bien sûr, je parle de remarques misogynes ou de réflexions sur ton physique ou de choses qu'on a essayé de te faire faire avec lesquelles t'étais pas d'accord. Toi, ça t'a pas dégoûté du métier, ça t'a fait un peu arrêter, ce que tu nous disais. Mais... Cette année de césure, j'étais quand même... J'arrivais pas à réaliser en fait que c'était vraiment ça, parce que depuis toute petite c'était mon rêve d'être dedans, et là de mettre les pieds dedans et de voir que finalement c'est vraiment pas joli du tout. Je me suis dit mince, mais je me suis trompée de rêve, je me suis trompée d'ambition, c'est pas possible, je vais jamais supporter si tout le monde est comme ça en fait. Et petit à petit, et puis j'ai gagné le procès au final, donc je pense que ça a été un soulagement et ça m'a montré que j'avais raison finalement et que y a pas les méchants ne gagnent pas tout le temps. Et après, ça m'a remonté, en fait. Ça m'a redonné vraiment une envie de vaincre, une envie de montrer à ces gens qui m'ont aussi dit, si tu pars de ce label, tu n'y arriveras pas. Là, tu fais une connerie, tu gâches ta carrière. Là, tu es en train de te pourrir. Donc, après, c'était revenge mode, quoi. Oui, mais parce que rester dans ce label, pour toi, c'était te renier et renier qui t'étais. Donc, de toute façon, c'était pas possible. Et puis, je passe les vols d'argent et les arnaques à tout va aussi. Comprends aux artistes, tu veux dire que toi, t'as vécu ? On t'a volé, on t'a... Mais ça, je connais très peu d'artistes que j'ai rencontrés qui n'ont pas eu une première expérience comme ça dans les 3 premières années de leur carrière. Mais c'est fou. C'est le vaccin, comme tu dis, c'est un vaccin presque obligatoire. C'est très rare de commencer parce que tu as des étoiles dans les yeux quand tu commences. T'es naïf et même si tu es adulte, je pense pas que tu puisses connaître tous les codes de l'industrie, quoi. Donc, quasiment tout le monde est passé par là. Et tu penses que ça correspond à certains labels, pareil, on ne les cite pas, parce que j'ai la naïveté de me dire, j'espère que c'est pas dans tous les labels comme ça, et que c'est pas répandu. Ça doit concerner l'histoire dont tu nous parles, c'est ton label. Peut-être que les histoires que tu as entendues concernent aussi ce label. J'aimerais me dire, moi qui t'écoute là aujourd'hui, j'aimerais me dire, c'est pas comme ça partout. Et heureusement qu'il y en a qui font leur travail correctement dans l'industrie musicale, sérieusement. Non, j'ai pas envie de dire partout parce qu'aujourd'hui, là, je travaille avec des gens qui sont super. Donc, j'ai trouvé, et ils vont me regarder en plus, mais je suis jamais à l'abri que demain, tout switch.
Et j'ai pas envie de dire partout, mais quasiment quand même. Et du coup, on se dit quoi? On se dit, un jour, il faudra peut-être que je sois indépendante. Il faut peut-être que j'y aille par moi-même. Et c'est aussi pour ça que tous les artistes finissent souvent par monter leur label et être indépendants. C'est que déjà, là, on est sûr de ne pas se faire arnaquer de l'argent. Parce que c'est le plus gros problème, je pense, Mais je comprends pas comment on t'arnaque, comment on te prend de l'argent. Parce que... il y a déjà des ventes et c'est l'argent des ventes qui est récupéré en premier par le label et ensuite on ne paye pas. C'est une avance qui est faite. Ça dépend, des fois c'est des histoires d'avance. Moi, par exemple, dans mon premier label, mon avance, elle n'a jamais été payée. Je suis restée 4 ans chez eux. J'ai jamais touché mon avance qui avait été signée sous contrat, etc. Donc, et ils le justifiaient comment? Ils ont oublié. Mais tu leur rappelais. Oui, mais ça n'a jamais été... En fait, c'était se battre continuellement. En fait, je pense que c'est surtout T'as beaucoup de charlatans, quoi, en fait. Et c'est comme ça qu'ils prennent des gens un petit peu, j'ai pas envie de dire naïfs, mais en tout cas des gens qui débutent, des gens qui n'ont pas toutes les connaissances pour savoir, des gens qui n'osent pas encore trop lever la voix. Et c'est plus simple, du coup, de leur dire non, mais ça va arriver, ça va arriver, ça va arriver, ça va arriver. Ça n'arrive jamais. D'où l'importance d'être bien entouré. Ouais. Et donc, toi, ton entourage, donc ton agent, super, avocate, super, famille aussi qui te soutenait pendant... Ouais, ça c'est important, j'imagine, parce que si en plus t'es livrée à toi-même et que t'es très jeune, ça peut être compliqué. Ça aide beaucoup, maman, elle m'a beaucoup aidée, même de toute la partie comptabilité. Moi, j'y connais rien, j'ai dû tout apprendre sur le tas, en fait, monter une société, des choses comme ça, etc. Je me suis retrouvée dans un flou pas possible et ma maman était beaucoup là pour moi. Ouais. Sur le conseil artistique, sur l'image, tu en as un petit peu parlé tout à l'heure, voilà, l'image est importante pour toi, tu as un look très affirmé, ça dit quoi de toi aussi? Une force de caractère, c'est ton identité d'artiste, c'est quoi ce look? Il n'est pas choisi au hasard, quoi, c'est ça que je veux dire. Non, pas du tout. Je pense que j'ai mis un petit peu de temps à me trouver. Quand j'avais 16 ans, je me suis vachement plus fondue dans la foule. Je suivais un peu les tendances que tout le monde suivait. Mais je me sentais pas vraiment moi et j'ai commencé à me tatouer, j'ai commencé à porter plus de noir. Je suis passée par plein de phases, en vrai... intéressante au niveau du stylisme. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est une couverture tout en étant un alter ego, tout en étant une façon de combattre les choses que j'ai envie de combattre dans la société d'aujourd'hui. Alors, exemple, donne-nous pour qu'on comprenne. Couverture de quoi? C'est-à-dire que pourtant, c'est Océane. C'est Océane. Mais Océane, à la maison... elle n'est pas en top transparent et les fesses à l'air, quoi. Donc j'ai quand même, il y a une partie de moi qui est quand même beaucoup plus douce et même là en ce moment je m'habille un petit peu plus simplement, etc. Mais à l'extérieur, je me sens bizarrement, si je mettrais ça ou si on mettait une tenue très sexy, je me sentirais plus forte et presque plus à l'aise dans une tenue plus sexy. C'est marrant, ça dit quoi du regard des autres sur toi? Tu l'aimes ce regard ou Je pense que je l'aime, je pense que tu dois un petit peu l'aimer pour... quand tu mets des looks qui attirent autant le regard et l'attention. Et en fait, la transition, elle a été un petit peu compliquée, mais petit à petit, on y est arrivé. Mais au début, c'était des tenues un peu que les gens allaient qualifier de provocantes, qui allaient plus attirer le regard des hommes, ou du moins les critiques de la gente masculine. Et petit à petit, au final, c'est les girls and les gays qui m'ont donné toute ma force et qui m'ont fait me sentir super belle, en fait. Et je me suis retrouvée dans ce style vestimentaire qui, encore aujourd'hui, on me le dit des fois, merci de porter ce que j'oserais jamais porter. Ou des filles qui me disent, grâce à toi, je me permets d'oser plus et tant pis de ce que les gens vont en penser, quoi. Et oui, on évolue forcément, et si ça permet de s'assumer et qu'on est bien, c'est pour ça qu'on sent que toi, tout est très travaillé. Et je me disais, voilà, ça vient peut-être du fait de devoir s'affirmer aussi en tant que femme et de montrer avec un look et un caractère qu'on sent bien trempé et bien fort qu'on ne t'amène pas là où on veut t'amener. C'est toi qui décide. Qu'est-ce que t'aimerais que les jeunes filles qui écoutent ta musique, qui te suivent sur les réseaux sociaux, parce que tu en as parlé un peu en introduction de ce podcast, mais tu es extrêmement suivie sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que t'aimerais qu'elles se disent justement, ces jeunes femmes en construction qui se construisent? Toi, t'es passée par là, mais ça les renforce, c'est... assumez-vous, c'est... qu'est-ce que tu fais passer comme message? Je pense que... Et c'est un peu ça le contraste de mon personnage, c'est que pour les gens qui me suivent au quotidien, je pense que le message, c'est en effet, affirmez-vous et n'ayez pas peur de choquer un petit peu le monde qui vous entoure, de faire des choses différentes et de vous faire remarquer. Il n'y a rien de mal à se faire remarquer, il n'y a rien de mal à vouloir un petit peu de lumière, je trouve ça génial au contraire.
Tandis qu'avec ma musique, je pense que le message, c'est toujours plus un message c'est plus comme un pansement. J'essaye de donner des pansements aux gens. C'est un truc que je trouve qui va très bien l'un avec l'autre. C'est vraiment, je veux guérir vos blessures et après, je veux que vous puissiez avoir une belle armure à arborer en sortant dehors, quoi. Ouais, donc on prend, on calme, on guérit et après on est armé. Ça veut dire que tu as eu beaucoup de témoignages, tu reçois, on va parler des réseaux sociaux parce que voilà, je viens de le dire, tu as une grosse présence, mais tu reçois beaucoup de messages de jeunes femmes ou de jeunes hommes ou d'hommes ou de femmes, peu importe l'âge, mais qui témoignent, qui parlent de ta musique ou de leur histoire ou de l'impact que ça a sur eux. Oui, énormément. Je pense que je me rappelle, ce qui m'avait le plus marqué, c'est quand j'avais fait une chanson sur ma maman. Et que j'avais reçu des messages qui m'avaient vraiment touchée, où les gens me disaient c'est une chanson que j'ai fait écouter à ma maman juste avant qu'elle parte, des choses comme ça, etc. C'est vrai que c'est toujours extrêmement touchant de voir que la musique, elle a un impact autre que juste l'oreille, mais vraiment qui touche des vies, des histoires, et de voir comment les gens aussi se l'approprient, comme on en parlait tout à l'heure. Moi, je l'écris d'une façon, mais les gens l'entendent de leur façon à eux, en fait. Et c'est toujours assez joli de recevoir des messages comme ça. Et ça, c'est la magie des réseaux sociaux parce qu'ils sont en interaction directe avec toi. Comment tu gères justement donc, cette casquette tu parlais un peu d'influenceuse tout à l'heure, même si tu essayes de t'en éloigner aujourd'hui pour le produit artistique qui est ta musique. Comment tu gères les deux, cette présence forte et puis celle de l'artiste qui nous propose sa musique? Là, en tout cas, je pense que j'ai pas mal ralenti l'influence, ou du moins ce que les gens adorent dire la création de contenu, mais bon, j'ai pas de mal à dire que je me suis considérée comme une influenceuse pendant des années. En fait, je me vois juste plus vendre des produits à la sauvette dans ma story toutes les 3 heures. C'est vraiment le truc que j'ai arrêté depuis un long moment parce que ça faisait pas sens avec moi. J'essaie de m'associer en tout cas avec des marques qui me prennent pour mon côté artiste, des marques qui me prennent pour vraiment qui je suis. Ça a été très compliqué aussi dans mes premières agences. Moi, je voulais aller là et on m'envoyait là. Je voulais travailler avec des marques vraiment qui n'allaient pas essayer de me changer, parce qu'il y a beaucoup de marques qui voient juste les chiffres et les stats et qui se disent bon, elle est super, elle va nous faire des vues, mais par contre, si tu pouvais juste pas mettre trop de trucs transparents, est-ce que tu pourrais te couvrir un petit peu, est-ce que tu pourrais éviter les make-up trop foncés? Quand on recevait des demandes comme ça, en fait, au début, j'avais tendance à dire oui, parce que je me disais bon, on s'adapte aux gens, quoi. Et ça, c'est le truc que j'ai le plus changé, je pense. C'est que maintenant, quand on me propose ça, je dis moi, non, je vous propose juste que je reste moi-même. Si ça vous va pas, je préfère pas donner suite, quoi. Donc ça, c'est du côté un peu des marques et de ceux qui peuvent travailler avec toi en tant qu'influenceuse. Exactement. Mais par rapport à ton public, est-ce que tu n'as pas eu peur à un moment donné de devenir plus influenceuse qu'artiste et du coup de t'éloigner de cette base-là qui est celle dont tu rêves depuis petite? Je pense que je l'ai fait sans faire exprès au final. Parce qu'il y a un moment où, déjà, vu que pendant un an, je voulais plus faire de musique, il fallait bien payer le loyer, donc j'ai pas du tout arrêté les réseaux sociaux, j'ai quand même continué. Après, les réseaux sociaux, je trouve que c'est quelque chose qui peut vraiment rendre très malheureux. C'est vraiment quelque chose qui aujourd'hui m'apporte beaucoup moins de plaisir qu'au début, en tout cas. C'est un milieu que je trouve aussi, pas le milieu en lui-même, mais juste le fait d'être sur les réseaux sociaux. Moi je fais partie des victimes d'Instagram, où je peux scroller pendant 2 heures et me demander pourquoi est-ce que ma vie elle est pas parfaite comme ces gens que je vois. Donc c'est ça, quand tu dis pourquoi, je me demandais pourquoi ça te rend malheureuse, parce qu'il est fort ce mot quand tu dis les réseaux sociaux, ça peut rendre malheureux. Pourquoi toi, dans ton cas à toi, t'as senti ce truc-là? C'est étonnant, mais pourtant je sais que je reçois des fois des messages de gens qui disparaissent sur ce qu'ils voient de moi. Mais il y a un truc très toxique sur les réseaux sociaux avec ce truc de montrer un petit peu la vie parfaite et montrer un petit peu tout ce qui est joli. Et je pense que c'est ce que j'ai changé aussi dans ma façon d'interagir avec mon public. Je parle de tout. Je parle des moments où ça va pas, je parle de mes ruptures, et parce que je pense aussi que c'est comme ça que les gens vont le mieux comprendre ma musique après, c'est que ils me connaissent déjà un petit peu. Je leur donnerai jamais toute ma vie privée et tous les insights qu'il vaut mieux pas savoir, mais en tout cas, j'ai toujours trouvé ça beau de me montrer vulnérable, ou de montrer des parties de moi un peu plus fragiles, quoi. Donc ça veut dire qu'il y a quand même des choses que tu ne veux pas partager avec ta communauté. Et tu les as déterminées au départ, c'est sur des choses trop privées, c'est ça? Parce que pourtant tu parles de tes blessures, des relations amoureuses. Alors on se dit qu'est-ce qui peut être encore tabou pour toi que tu ne peux pas partager sur les réseaux sociaux? Je pense qu'il faut apprendre. Enfin, moi j'ai appris sur le tas.
Parce que moi, quand j'étais très jeune, par contre, et que je me suis mise sur les réseaux, j'avais aucune notion de ce que c'était la vie privée et la vie publique. Donc je disais juste tout, je montrais tout, je montrais mon copain, je montrais vraiment ma famille, tout, machin. Et c'est le genre de choses qui se sont un peu retournées contre moi au final, parce que les gens sont toujours très très curieux de savoir la vie privée des stars, des influenceurs, des célébrités. Les gens adorent ça. Et je comprends, c'est du divertissement. Et en fait, je voulais pas que ma vie soit un divertissement. Donc j'ai juste appris à trier un petit peu les choses qui... Demain, je vais raconter une rupture. Je peux dire que je suis en rupture. Je vais parler de mes émotions, de comment je me sens, mais je vais pas rentrer dans les... Je vais essayer d'éviter les détails de prénoms, de choses comme ça. Ça veut dire que ça t'a coûté un couple, par exemple? Ah oui. C'est ça, une histoire amoureuse, celui dont tu parlais ça m'a coûté un couple, ça m'a coûté des amis, ça m'a coûté de l'argent même, des partenariats que j'avais perdus à l'époque, parce que quand tu rentres dans des polémiques, après, il y a des gens qui veulent plus s'associer à toi, quoi. Donc, ça, fallait apprendre sur le tas. J'aurais pas pu l'apprendre autrement, je pense. Non, et puis il faut le faire, oui. Et puis il faut le faire comme tu le sentais. Si tu l'as senti comme ça, si tu l'as fait comme ça au départ, c'est que tu devais le vivre. Donc en fait, aujourd'hui, s'il y a quelqu'un dans ta vie, je résume, en gros, ça, c'est du privé. Exactement. Et ça n'ira plus dessus. Tout ce qui est, en revanche, tes blessures, tes émotions. J'aurais pas de mal à en parler. Ça. Parce que l'amour, c'est un peu ton thème quand même sur... Oui, c'est le thème qui revient le plus. Et puis même, du coup, si on fait l'identité artistique, qu'on la pousse sur la musique... Ouais. C'est ça. Oui. Pourquoi ça te tient tant à cœur, et ça tombe bien, ça s'appelle Boum Boum ici. Mais pourquoi c'est l'amour comme ça qui est ton thème de prédilection, si je puis dire. Je pense que j'ai un problème depuis toujours, c'est que j'ai toujours eu tendance à mettre l'amour au centre de mon monde. Et c'est un truc qui peut être aussi beau que difficile à vivre, ou que ça peut être un défaut aussi. J'ai eu tendance des fois à faire passer des gens que j'aimais avant mon travail, avant les choses qui comptaient vraiment pour moi, et les choses que je voulais faire durer dans le temps surtout. Et c'est des erreurs que j'ai fait, que j'ai refait. C'est vraiment la leçon que j'ai le plus de mal à apprendre. Okay. Mais du coup, je me suis dit que si c'était un défaut que j'avais... Enfin, si j'ai du mal à me débarrasser de ce défaut, autant essayer d'en faire quelque chose de beau aussi avec ma musique, quoi. C'est quelque chose qui est vraiment tout le temps en moi. Je peux pas passer une journée sans parler d'amour, ou sans parler de relations, ou d'essayer d'aider quelqu'un qui a une dispute de couple ou quelque chose comme ça. Je peux pas m'en empêcher. C'est plus fort que toi. C'est vital, quoi. Donc ça veut dire que ça a une fonction quand même un peu, on pourrait dire un peu thérapeutique. Parce que je me suis dit, c'est militant ou c'est thérapeutique, plus thérapeutique. Ou les deux, mon capitaine, t'as le droit de me dire les deux. Un petit peu les deux aussi, parce que c'est sûr que là, en tout cas, dans les chansons que j'ai écrites dernièrement, il y en a qui sont un peu... qui parlent d'amour, mais qui vont aussi parler de choses un peu plus importantes, de violence conjugale, de choses comme ça, etc. Donc je vais toujours utiliser ma musique pour partager mes valeurs, pour partager pour mettre des mots sur ce que les gens pensent mais n'arrivent pas à dire. Mais oui, c'est surtout autothérapeutique. J'ai une psy aussi, mais c'est mon autre psy, quoi, la musique. Okay, vous travaillez en binôme. Exactement. Et la musique. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi une volonté de dire aux femmes aujourd'hui, en 2025, moi, j'ai été bercée aux comédies romantiques, tu vois, l'idéal romantique, l'amour, c'est toujours... En fait, je me suis dit, quand on t'écoute, c'est aussi peut-être actuel de se dire... Je sais pas, c'est pour ça que je te pose la question, est-ce qu'il y a une volonté de dire, non, l'amour, c'est pas que le prince avec son cheval blanc, et puis ça peut être effectivement toxique, faites attention, les comportements, n'acceptez pas ça, posez vos limites. Tu vois, est-ce que c'est aussi pour faire changer le fusil d'épaule un peu sur l'amour ? Je pense que oui, c'est pour casser aussi tous les clichés qu'on peut avoir sur la romance. Et ce que j'aime dans ces chansons que j'écris, c'est surtout que je vais aussi parler des émotions dont on peut être un peu plus honteuse parfois. Ou des choses qu'on peut... je pense qu'on est toutes passées par un moment où on est avec un mec vraiment pas bien. On a dit à toutes nos copines qu'on n'est plus avec, et on le revoit en cachette, on n'ose même pas le dire à notre meilleure amie. J'en ai plein des copines qui ont fait ça, moi-même je l'ai fait. Ça t'est arrivé, ça ? Ouais, ça m'est déjà arrivé. Non, moi je suis allée loin en plus. Moi j'ai tendance à vraiment essorer le torchon jusqu'à ce qu'il n'y ait plus une seule goutte qui en sorte. Et je me suis déjà presque mis à dos mes amis, quoi, parce que je mentais, parce que je voulais à tout prix rester dans cette relation, et tout le monde voyait à quel point ça me brisait, j'ai perdu du poids, c'était vraiment une période compliquée. Et en fait, cette honte que j'ai ressentie, c'est le genre d'émotion que de base on a envie de mettre de côté. Mais en fait, c'est juste essayer de normaliser même ces émotions les plus honteuses
que moi-même j'ai pu ressentir et mettre des mots dessus. Les histoires qu'on vit. Tu penses que tu l'aimais? On parlait d'amour à ce moment-là envers cette personne ou pas? À ce moment-là, oui, mais la leçon, c'est quand même de comprendre que ça a rien de... J'espère en tout cas que c'est pas ça l'amour, quoi. Parce que mourir pour quelqu'un, c'est pas de l'amour. Et comme on peut voir justement plus dans des Disney, des comédies romantiques de l'époque, mourir d'amour, c'est la chose la plus romantique. Je vois plein de gens aussi, des filles encore aujourd'hui qui disent l'acte le plus romantique, ce serait de mourir par amour. Mais pas du tout. Absolument pas. Mais j'ai déjà vécu à travers ces clichés-là, en tout cas. L'amour, c'est le respect, la liberté. La liberté, l'amour de soi, quoi. Ne pas se mettre de côté. Et je souhaite à personne. Et en même temps, je le souhaite parce que c'est important de passer par là pour apprendre ses leçons, quoi. Ça t'a permis d'apprendre quoi, toi, sur toi? À au moins essayer de me faire passer un petit peu plus avant les autres, je pense. Et à développer un peu mon indépendance. Juste à apprécier mon propre silence, quoi. Et t'as pas eu peur du moment où tu te dis, bah là, c'est trop dur, en fait, j'y arrive plus? Si. Parce que ça, c'est terriblement humain, hein, quand on parle d'histoire d'amour. Quand c'est dur et que ça fait mal, comment tu l'as vécu, toi, à ce moment? À ce moment-là, c'est marrant parce que j'ai l'impression encore aujourd'hui que c'était comme un rêve un peu flou. Je le vivais j'étais pas vraiment connectée à la réalité. Par contre, je sais que pour mes proches, ça a été très compliqué, pour mon manager, pour mes équipes. On travaillait déjà depuis 1 an avec mon nouveau producteur sur de la musique, etc. Donc du coup, ils ont eu un petit moment de stress en se disant « elle est en train de décrocher complet ». J'ai annulé toutes mes séances de studio, j'ai annulé tous mes événements, j'ai annulé tout. Je voulais plus, mais dans ma tête, c'était... Je disais pas que c'était à cause de lui, je disais non, mais je dois être fatiguée, non, mais je dois passer une mauvaise passe. Je savais que c'était lui la cause de mes problèmes, mais j'étais incapable de l'avouer haut et fort, quoi. Et comment tu t'en es sortie de cette histoire? C'est toi? C'est lui? Comment ça s'est terminé, dans le sens où comment tu as réussi à avancer? Je pense qu'il y a un moment où j'ai eu un déclic, c'est-à-dire que mais j'ai vraiment dû toucher le fond et j'espère que dans le futur, je m'emmènerai pas aussi bas pour remonter. Et puis il y a eu le truc de trop, quoi, le manque de respect de trop, t'apprends la nouvelle de trop qu'il fallait pas savoir. J'avais toujours fixé ma limite à la tromperie, moi c'est marrant. Mais tant que c'était pas ça, pour moi c'était ok. C'est très bizarre, alors qu'il y a bien pire que ça. Et j'ai très très jeune, quand j'étais très très jeune, j'ai été dans une relation avec un conjoint qui était très violent. Ouais, alors ça, c'est peut-être la première chose où justement on dit ça où tu pars. Ouais. Et pourtant non, je voulais savoir qui m'avait trompée avant de pouvoir partir, quoi. Et là dernièrement, en tout cas l'année dernière, pendant ma pause, il y a pas eu de violence, Dieu merci, mais du coup je me basais beaucoup sur ça. Je me disais au moins il est pas violent, donc j'ai pas de raison vraiment de partir. Mais à partir du moment où on te rend malheureuse, où on te manque de respect, ou juste on voit pas ta valeur, je vois pas à quel moment tu restes, quoi. Oui, que ce soit la violence ou la tromperie, effectivement, c'est deux. Mais c'est vrai que c'est plus facile d'en parler et de le dire que quand on le vit. Ah oui, complètement. Et on serait aujourd'hui, je serais la première à me mettre... du coup, on éviterait, mais j'ai envie de dire me mettre de droite et me dire réveille-toi, faut que tu partes. Mais je sais très bien comment j'étais à ce moment-là où tu réalises pas, quoi. Tu trouves toutes les excuses possibles mais c'est moi qui ai dû le mettre dans cet état-là, mais il avait bu, il s'en rappelle pas vraiment, ou ces choses-là, quoi. La négation et de la réalité, d'autant plus que je voyais sur TikTok. En fait, ça m'a touchée quand j'ai lu ce que tu disais, moi qui reviens après 3 ans sans musique, un procès, 3 ruptures et une dépression. Ouais. Je me suis dit, mais je trouve ça beau d'être aussi transparente et d'assumer comme ça autant, et c'est pour ça que je me suis dit, il y a dû avoir un gros travail de fait, tu vois, pour arriver comme ça, brut, à partager ça. Après, il y a eu des rechutes, quoi, il y a eu... ça a été vraiment les montagnes russes, quoi. 3 ans de montagnes russes. Et dont tu te sens aujourd'hui sortie plus forte, ou tu te sens encore un peu fragile? Je me sens sortie beaucoup plus forte, ça c'est sûr. Mais je sens encore que... il y a des blessures qui vont prendre un chouï de plus de temps, je pense, à partir. Et j'ai encore tendance à replonger dans des petits travers, à vouloir avoir tout le temps quelqu'un à la maison parce que je veux pas être toute seule, parce que j'aime pas le silence, ces choses-là. J'ai tendance à... Alors que je sais qu'il faudrait que je me pousse justement à aller en dehors de ma zone de confort pour apprendre seule, quoi. Mais j'ai encore des petites failles, mais qui, en tout cas, qui handicapent pas mon quotidien, je retombe pas dans mes travers. Et surtout, tu travailles sereinement, parce que même, pareil, autre phrase, si j'étais pas sortie avec ce clochard, j'aurais jamais écrit les meilleures chansons pour guérir vos peines de cœur. Moi, je dis waouh. Du coup, on lui dit merci. Tu sais,
Parce qu'il en est quelque chose artistiquement et donc au final on écrit quand on est... Enfin ça c'est une question que je me pose. Quand on est artiste on écrit quand on est malheureux. Vraiment quand on touche le fond quelquefois l'écriture, le génie apparaît. J'en parlais avec mon producteur il n'y a pas très longtemps parce qu'on avait ce débat où il y a des artistes qui arrivent à écrire que quand ils sont tristes. C'est un petit peu mon cas. C'est vraiment la période où pareil je vais être le plus productive, où mes plus jolies phrases vont sortir sûrement. Et en fait on parlait de ce syndrome un peu que certains artistes ont de du coup vouloir toujours vivre des peines et toujours aller vers des situations ou des cycles de vie qui reproduisent en boucle pour pouvoir se ressentir encore cette douleur et les artistes torturés, quoi. Et j'ai eu peur à un moment de faire partie de ces gens-là. Je pense pas, hein, mais automatiquement, ton cerveau, il t'emmène un petit peu là-bas, ouais. Donc attention, c'est quelque chose auquel toi tu te méfies, où tu te dis il faut que je fasse gaffe. Ouais, c'est un truc dans lequel je veux pas tomber, mais des fois je me rends pas compte inconsciemment que je vais voir un mec qui a genre 25 red flags et je vais me dire mais peut-être que lui, mais ça va, non, j'essaye vraiment de bien analyser toujours mes situations et d'analyser comment je me sens. Mais ouais, moi j'écris quand je suis triste en général. Ou perdue. C'est souvent. Bon, c'est souvent qu'effectivement on dit qu'on est plus sensible ou en capacité de produire des choses avec de l'émotion. Ouais. Et la joie, c'est pareil, c'est une émotion sur laquelle tu veux travailler aussi ou Ouais, mais c'est pas naturel pour le moment. Donc je pense qu'il va falloir que je me force un tout petit peu. Et ouais, en général, j'ai du mal, même dans mes paroles, quoi. Même si je suis pas trop mal et que je suis assez heureuse, je vais pas réussir à écrire des choses trop positives, quoi. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens se disent quand ils vont écouter ce single, quand ils connaissent ton univers? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on aimerait... Enfin, OG, c'est, tu vois, quoi penser de toi? Qu'est-ce que tu aimerais qu'ils se disent et de ta musique? J'aimerais qu'ils arrivent à ressentir ces 5 ans presque de vie commune que j'ai eu avec eux, à échanger sur mes émotions, sur mes histoires, sur tout ce qui m'est arrivé. J'espère que les gens vont déjà ressentir à quel point c'est honnête et que c'est vraiment mes mots et tout ce que j'ai vécu qui a été retranscrit en musique. Et puis j'espère surtout que je vais pouvoir aider quelques cœurs brisés qui ont peut-être vécu la même chose que moi ou des choses assez similaires, quoi. C'est marrant, il y a vraiment la fonction, quand je t'écoute, utile, quoi. Si t'es pas utile dans l'humain... Ah, je pourrais pas. Ah oui, je pourrais pas. C'est vraiment, oui, c'est ma fonction première, je pense, pour la musique. Je pourrais pas... Je pense que j'ai jamais vraiment recherché la célébrité, entre guillemets, mais j'ai jamais été contre, mais ça a toujours été dans une démarche de pouvoir échanger avec les gens, quoi. Pouvoir croiser des destins, croiser des histoires. Et puis mes chansons, elles n'auraient pas de sens si je peux pas les performer en live aussi devant les gens. Je crois c'est le meilleur moment de la création d'une chanson. T'es à l'aise justement avec cette notoriété, avec l'image que tu renvoies, avec le fait d'avoir été connue très jeune, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, 14 ans dans The Voice, c'est quand même là pour le coup une grosse machine. Ouais. Comment t'es aujourd'hui par rapport à ça, par rapport à la notoriété, à la construction d'une carrière? Aujourd'hui, je suis super bien. Ça a mis du temps à se mettre en place. Puis au début, comme je t'ai dit, je faisais un petit peu les erreurs de un petit peu trop montrer ma vie, donc du coup, ça avait tendance à me porter préjudice. Et puis TikTok, Instagram, il y a 5 ans, c'était vraiment énorme par rapport à aujourd'hui. Et j'ai été dans des projets avec d'autres gens où les gens nous attendaient devant une maison, 200 personnes nous attendaient, où on marchait dans la rue, c'était du non-stop, etc. Et en fait, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je pense que j'ai compris que si je montrais que je n'en avais rien à faire, parce qu'avant on surveillait tout, j'avais pas le droit de montrer une cigarette, j'avais pas le droit de montrer que je sortais en soirée, pas le droit de me montrer en maillot de bain, en fait, et ça attire encore plus la curiosité quand tu caches un petit peu ta vraie nature, j'ai envie de dire. Toutes ces filles qui sont super, hein, je respecte leur travail, mais toutes ces filles un petit peu qui montrent leur vie de parisienne et qui montrent jamais vraiment le côté plus négatif ou plus... ça arrive des fois d'être démaquillée ou d'avoir un pustule sur le visage ou d'avoir un œil qui est gonflé parce qu'on a une allergie ou je ne sais quoi. Et je suis rentrée dans cette Messy Girl era un petit peu où je montre tout et n'importe quoi. Où je me montrais des fois morte bourrée ou des fois je me montrais en train de pleurer, une clope à la main, peu importe. Et j'ai l'impression que c'est là que le switch a été fait. Les gens étaient moins dans la recherche de la petite news qu'on peut avoir en exclusivité sur elle, avec qui elle traîne, qui est son mec, machin.
En fait, non, je suis super transparente. Si j'ai un copain, je vais peut-être pas le montrer sur les réseaux, mais je vais me balader avec lui normalement dans la rue. Je vais pas essayer de le cacher, en fait. Et depuis ça, je trouve qu'on m'a vachement foutu la paix, en fait. Donc, en fait, c'est un peu le quotidien d'une fille normale qui vit de sa passion, artiste, mais qui ne cherche pas à contrôler ou à lisser une image. Et tu penses que c'est corrélé à ça? Le fait que d'un coup, on te fiche un peu plus la paix ou que tu te sens en tout cas plus libre? Après, je pense que j'ai pris un peu de distance avec les réseaux. J'ai fait quelques pauses aussi. En fait, j'ai juste arrêté de trop réfléchir. Quand j'ai pas envie de poster pendant 3 semaines parce que j'ai plus envie de poster, je poste plus. En tout cas, tu te sens plus dépendante? Non. Ou en attente des réseaux sociaux pour avancer. Et là, on en revient, parce que c'est bientôt la fin de cette interview, mais à l'arrivée de ce single, justement, comment tu gères cette pression, cette attente-là? Pour le coup, il y en a, parce que je vais pas dire que tu mises plus dessus que sur les réseaux sociaux, parce que c'est un équilibre, mais ton attente personnelle, quand même, elle se situe là. Ouais, complètement. J'attends vraiment que... J'espère que je suis... Ça y est, enfin, au virage que j'attends depuis longtemps. Ces virages où vraiment, je vais partir sur ma lignée d'artiste. Et que petit à petit, je vais pouvoir, pas arrêter les réseaux, mais en tout cas, les adapter vraiment à ma passion et que les gens me suivent presque plus que pour ça, en fait. Et comment tu sauras que tu as pris le bon virage? Est-ce que c'est la popularité quand on t'invitera dans les grands shows en tant qu'artiste, à la télé ou pas du tout? Toi, tu dis, moi, mon virage, il sera réussi, même si voilà, mon public me suit sur les réseaux et que je ne suis pas dans les grosses machines, dans les gros shows ou quoi. Comment tu vas mesurer ce virage pris pour toi, réussi? C'est un peu un débat que j'ai avec ma psy en ce moment, où elle me demande tout le temps, elle me dit, c'est quoi pour toi elle me dit, parce que tu veux réussir, tu as l'impression de ne pas encore y être. C'est un sentiment que j'ai, parce que la musique ne fait pas encore assez partie de ma vie, j'ai l'impression. Et du coup, elle me dit, à quel moment tu te sentiras satisfaite? Quand est-ce que tu te diras, j'ai réussi, et que tu arrêteras de vouloir toujours plus? Et souvent, je parle d'argent. Et du coup, j'ai cette tendance à penser que... Enfin, j'ai eu cette tendance à penser que le succès était relié à combien tu gagnes. Ouais, à ton salaire, à ton patrimoine, etc. Je pense que c'est aussi parce que l'influence, aujourd'hui, c'est ce qui me rapporte le plus. Et que la musique, pas du tout. Et puis, avec tout l'argent que je me suis fait voler il y a quelques années, j'ai vraiment été perdante dans ce milieu-là. Je pense que quand ce sera rééquilibré un petit peu et que j'aurai l'impression que je peux vivre de ma passion, vraiment... uniquement de ma passion avec la musique, déjà ce sera un premier soulagement. Et après, non, je vise pas forcément les télés ou les radios ou les choses comme ça. C'est vraiment plus est-ce qu'une personne va juste prendre une place à mon concert ou est-ce qu'elle va venir sur 6 dates dans la tournée? C'est ça, je trouve, la différence. Est-ce que tu crées un public qui t'écoute par curiosité ou un public qui a envie de te suivre, qui a envie de te réécouter en boucle? Et qui va te suivre de longues années, moi j'en suis certaine. Dernière petite séquence donc, de ce podcast, ça s'appelle Boum Boum ou pas Boum Boum. Boum Boum, tu aimes, pas Boum Boum, tu n'aimes pas. Refaire The Voice aujourd'hui, Boum Boum ou pas Boum Boum? Pas Boum Boum. Alors pourquoi? Je l'ai fait 2 fois, j'ai fait Kids, j'ai fait All Star. Je pense que c'est super pour commencer. Mais après, ça reste de la télévision. J'ai pas envie de dire que c'est giga truqué, mais un tout petit peu quand même. Ça reste des trucs... C'est même pas truqué, mais on va dire c'est un petit peu dirigé, quoi. Donc ça veut dire quoi sur le choix des chansons? On te laisse pas chanter ce que tu veux? Ça dépend des talents. Il y a des talents qui avaient le choix sur certaines épreuves et d'autres non, par exemple des choses comme ça, quoi. Il y avait toujours d'histoires de quotas, mais bon, pareil, c'est la télé, la radio, c'est un peu différent et c'est pas du tout un milieu qui m'attire pour le coup. Mais si c'était à refaire, tu referais quand t'étais jeune, quand t'avais 14 ans? Oui, je pense, oui. Je suis contente de l'avoir fait en tout cas. Ça a ouvert des portes, ça a créé quelque chose quoi qu'il arrive. Ouais. De toute façon. Boum Boum ou pas Boum Boum, un producteur qui te dit c'est bien, t'as une belle gueule, on va faire un tube, mais qui a même pas écouté ta voix. Pas Boum Boum du tout. Référence à ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Ça, on y fait très attention. En rendez-vous, etc. Moi, tu sens en général quand la personne a écouté ce que tu faisais ou pas. Ouais, quand elle te connaît ou pas. Boum Boum ou pas Boum Boum, sortir une chanson que t'as écrite à 17 ans sans la retoucher. Ça ferait peur, ça, non? Ou pas? Effrayant. Mais mon producteur qui est très très malin, je lui ai envoyé plein de choses que j'ai fait quand j'étais jeune. Et Pleine qui arrive là d'ailleurs, c'est un truc que j'ai écrit vraiment il y a longtemps et que je ne voulais pas sortir. Quand il me l'a ressorti en studio 2 ans après, j'ai fait absolument pas. C'est une catastrophe. Mais on l'a quand même retravaillé. On n'a pas fait sortir comme ça, je sais pas. Mais il y avait la base quoi. Mi boum boum, mi pas boum boum. On a gardé la base. Et enfin, me faire un bout de chanson de ton single a cappella, boum boum ou pas boum boum? Boum boum. Vas-y, on t'écoute. Enfin, c'est surtout nos spectateurs auditeurs. A plan for you and me, a place for us to be.
Yeah, merci beaucoup, J, merci. Donc, ton single qui sort, donc il est sorti le 2 juillet. Merci Exactement. infiniment. Bah, je te dis, comme on dit aux artistes, merde. Merde. C'est un peu grossier, mais en même temps, je le pense de tout mon cœur. Et merci d'être venu dans ce canapé. Tu reviens Merci à quand toi. tu veux. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous n'hésitez pas, vous likez, vous laissez des commentaires, vous vous abonnez. Boum boum, on vous aime très fort et à bientôt. Bye bye.